got joy, I got joy, I got joy, yeah. I got joy, I got joy, I got joy down in my heart. J'ai commencé à bosser dans les bars et les boîtes de nuit, j'avais 17 ans à peu près. Et j'ai arrêté à 35, voilà, donc je fais à peu près 15 ans, ouais, un truc comme ça. Donc maintenant tu fais que de la BD. Maintenant je fais plus que de la bande dessinée. Et ponctuellement d'autres formes d'écriture, mais plus pour le côté justement récréation. On m'a demandé là un court-métrage, là une pièce de théâtre, là un jeu vidéo, mais ponctuel, tu vois, des trucs comme ça, parce que ça me plaît. Enfin là, on m'a proposé un livre illustré ou des choses comme ça, où tout à coup tu peux écrire différemment, utiliser une autre forme d'écriture. Okay. Mais ce qui me fait vivre, c'est la bande dessinée, donc c'est mon métier, quoi. Voilà. Ah ben c'est le genre de truc que tu ne vois pas arriver, que tu as vachement de mal à expliquer, que tu vis avec un éditeur en plus avec lequel je travaille pour la première fois. Puisque donc moi historiquement j'ai toujours bossé avec Delcourt, plus récemment avec Glénat Vent d'Ouest, et puis là tout à coup cette série que je fais avec Dargaud Benelux et qui devient tout de suite, voilà, qui a démarré ultra fort, ben, on le vit, bon évidemment on est super content. Bon, en particulier, moi j'étais vraiment ravi pour Paul Coé, que je trouve un immense dessinateur et qui jusqu'à présent n'avait pas eu le succès commercial et la visibilité sur ses projets précédents. Du coup, bon, y avait cette fierté, et puis du coup tu te mets à te demander qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que ce succès, que le livre connaisse un succès pareil, parce que moi j'ai toujours plus ou moins l'impression de faire tous mes livres avec exactement le même cœur, la même conviction, j'ai l'impression d'y apporter le même soin, etc. Et c'est toujours difficile avec le recul de te dire pourquoi celui-là il marche moyen, pourquoi celui-là il marche bien, pourquoi celui-là il marche extra, pourquoi celui-là il se plante. Et il y a aussi des histoires de moments. On a l'impression que le livre arrive au bon moment, à un moment donné où dans le paysage, c'est peut-être ça qui me manquait, où il y a bon voilà, mais c'est une espèce d'alchimie un peu fragile. On a tendance à dire la situation nous échappe, feignons d'en être les auteurs. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on a raconté la même chose en fait. En faisant Les Vieux Fourneaux, moi j'avais envie de célébrer ce que j'appelle l'activisme joyeux, enfin la résistance par le rire, et que je trouve vraiment quelque chose qui au début je pensais était vraiment né au XXe siècle. Depuis j'ai fait des recherches et en fait pas du tout, hein, c'est un truc vieux comme le monde. Et c'est même déjà quelque part notre ami Diogène qui dit à l'empereur « barre-toi de mon soleil » parce qu'il lui fait de l'ombre là, quand il vient le voir devant son tonneau, c'est déjà un peu ça. Donc c'est un truc qui est vieux comme le monde, et moi dans lequel je me reconnais, je trouve, ça me fait rêver en fait, les entarteurs, voilà, je trouve qu'il y a une force incroyable là-dedans, les Yes Men. Aux États-Unis, des génies quoi, les Yes Men, les gars qui arrivent à faire des trucs incroyables, drôlissimes, et à vraiment à faire chier le monde. Ils ont généré ils ont fait perdre du fric en direct à des entreprises dont les actions ont dégringolé en ligne après des vannes, des Yes Men, quoi. Donc en fait, c'est des types qui ont un pouvoir du rire. Et je trouve ça hyper jouissif dans une société de l'image, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est que quand on résiste par le rire, on s'attaque à l'image, toujours. C'est l'image qu'on fait souffrir. Et pour l'instant, c'est encore autorisé. Il y a pas de, on ne peut pas être accusé de crime contre l'image. Ça arrivera peut-être à mon avis un jour, mais pour l'instant, on peut toujours s'amuser. Et nos potes de Charlie Hebdo, là, qui viennent, je dis ça confraternellement, en fait, qui viennent de se faire dézinguer, ne faisaient pas autre chose. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est la même, ça procède de la même logique, et que la résistance par le rire, par définition, fait pas rire tout le monde. Voilà. Voilà. Ben oui, enfin j'ai l'impression qu'à notre niveau, c'est ce qu'on peut faire de bien. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les diffuser, ces idées-là. Dans le tome 1, là, je parle de la résistance par les allumettes, donc
c'est un personnage qui a existé, qui s'appelle Robert Dehoux, c'est un agitateur anarchiste belge, qui pour le coup, lui, était un vrai vieux fourneau. Il est mort en 2008 à 78 ans ou quelque chose comme ça. Et c'était un anarchiste pur et dur. Il a lutté toute sa vie contre la propriété. Pour lui, vraiment, la propriété, c'était le vol. Et il associait logiquement la propriété à la serrure. Donc toute sa vie, il a niqué des serrures. Et notamment par l'utilisation de simples allumettes. Et donc dans les années 90, me semble-t-il, avec une bande de potes, ils ont fait un matin, tôt le matin, ils ont fait toutes les agences bancaires de Bruxelles. Et ce jour-là, aucune agence bancaire de Bruxelles a pu ouvrir ses portes le matin à 9h parce que toutes les serrures étaient niquées. Bilan de l'opération, une boîte d'allumettes, 0 blessé, 0 mort. Et c'est marrant. Enfin, moi, je trouve que c'est rigolo. C'est du vandalisme, on est bien d'accord, mais c'est un vandalisme jubilatoire et low cost. Voilà. Ouais, ça va plutôt s'intéresser à Mimile le baroudeur. Ça va parler un petit peu de ces années en Océanie et voilà, sur les 7 mers. Mais ça va aussi pas mal. Le tome se passe essentiellement au village, leur village natal en fait, celui où est venue se réinstaller la petite fille d'Antoine, Sophie. Et on va aussi se replonger dans l'enfance de nos personnages à cet endroit-là, donc leurs fameuses vertes années. Donc un tome un petit peu plus rural que le tome 3 qui était plus parisien. Et de ce point de vue-là, j'aime bien essayer de... dans la vie, il faut toujours tout faire comme Goscinny, j'ai remarqué, c'est mieux. Et du coup, en fait, Goscinny faisait ça sur Astérix. Il a toujours composé Astérix avec un épisode au village, un épisode de voyage. On revient, on repart, on revient, on repart. Et comme ça, le lecteur, il est à chaque fois, c'est le principe du voyage, content de partir et content de revenir. Et moi, je vais en faire moins, des vieux fourneaux, mais parce qu'ils sont trop vieux et ils ne pourront pas tenir 40 albums à la fin. Ça. Mais j'aime bien cette idée. Donc, le premier tome était vraiment donc, dans ce village du sud-ouest, là. Le deuxième tome, un petit peu plus à Paris. Le troisième tome se passe vraiment là, à nouveau dans ce village, mais il y a les souvenirs de Mimile et des flashbacks sur sa jeunesse qui nous amènent très très loin. Ben voilà, j'aime bien jouer avec la distance comme ça. Ça permet l'évasion, quoi. Nous, on en avait calé 4 dans notre petite tête avec Paul en termes de structure, comme ça. Et puis, en se fermant pas la porte, en se disant, quand on a présenté la série à l'éditeur, on leur a dit 4, ça nous paraît raisonnable. Mais on a des idées pour un peu plus, enfin, voilà. Donc, comme c'est un succès, je pense qu'on aura un petit peu plus, sûrement 5 ou 6. Je ne pense pas qu'on ira forcément beaucoup plus loin parce qu'on n'est pas très gourmand non plus, ni Paul ni moi, de séries au long cours en fait. Et on trouve qu'à un moment donné, c'est bien de savoir finir. Puis aussi, nous, pour ne pas s'user, pour pas... voilà. Mais il y a la notion de plaisir avant tout. Hein. Nous, on veut, tant qu'on a des choses à raconter avec nos personnages et qu'on sent que le public il répond présent, on le fera, quoi. Le truc formidable de ce principe scénaristique d'avoir des personnages vieux, c'est que ce recours à des flashbacks systématiques dans les albums nous permet de traiter 60 ans de l'histoire de France récente et même mondiale si on veut. Et du coup, c'est une mine en fait. On peut taper absolument où on veut dans le scope arrière comme ça. C'est vachement riche et inspirant. Moi, je suis arrivé dans ce métier par accident. On m'a proposé, c'est des copains dessinateurs qui m'ont proposé de les aider. J'aurais jamais eu l'idée tout seul. Je tenais un bistrot, ça m'allait très bien. Et j'y suis rentré en plus petit à petit, c'est-à-dire j'ai fait une première série BD, j'ai vu qu'il était absolument exclu d'en vivre, à moins d'en vendre des caisses, ce que je faisais pas. Donc vraiment, j'ai commencé dans la bande dessinée, c'était pour moi pas un métier, c'était un plus, quoi. C'était une cour de récré aussi. Et puis petit à petit, ça a un peu marché. Ma première série qui a un peu marché, c'était Halim le Tanneur. Les éditeurs m'ont dit tiens, si tu as d'autres trucs et tout, ça peut nous intéresser. J'avais pas, à cause du bar, beaucoup de temps pour écrire. Donc voilà, je suis rentré progressivement. Puis à un moment donné, je me suis dit tiens, là, il y a peut-être moyen de développer ça. Ça correspondait à un moment où j'en avais un peu marre de travailler la nuit, c'était déjà 15 ans. On a un peu fait le tour. Envie de faire un break aussi.
Du coup, je me suis dit, j'arrête tout le reste, je vais faire ça. Et je m'accorde, on va dire, 2 ans pour voir s'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen, c'est vraiment pas grave. Je retournerai faire ce que je sais faire, c'est-à-dire tenir des bars, programmer des concerts, et ce que j'ai fait pendant 15 ans, quoi. Et bon, il s'avère que ça a plutôt souri, que ça s'est plutôt bien passé. Mais du coup, bon, je raconte tout ça un peu en préambule, mais c'est pour dire que moi, je ne suis jamais vraiment rentré là-dedans en me disant, là, tu as un nouveau métier, c'est un métier. Je n'ai jamais trop vu ça comme ça. Le paradoxe absolu de ce type de métier, et on peut dire que c'est un peu la même chose dans la musique, c'est que c'est essentiellement pratiqué par des gens qui sont plutôt à gauche, on va dire les gens, et sur une base, sur un fonctionnement systémique qui est l'ultralibéralisme. C'est-à-dire tu vends, ça va, tu vends pas, tu crèves. Pas de statut, pas de protection, rien. C'est le libéralisme absolu, c'est la jungle. C'est la jungle des gens de gauche. Le livre, enfin les métiers artistiques, on va dire, hein, parce que à part, et je veux pas du tout dire qu'ils sont privilégiés, mais à part le filet de l'intermittence qu'il y a dans le milieu du spectacle, etc., où il y a comme ça une sorte de statut quand même. Hein, Oui, puis il y a un dispositif qui est fait pour... Mais alors nous, on n'a même pas de statut, c'est-à-dire auteur, ça ne correspond à rien. Tu touches un pourcentage de droits d'auteur, c'est le truc, le libéralisme absolu. Alors oui, il y a un paradoxe. Comment des gens qui sont à peu près tous anti-libéraux, enfin, pas caricaturés, mais beaucoup d'auteurs, etc., qui sont plutôt donc, avec un cœur qui bat enfin, des idées plutôt à gauche, s'épanouissent dans un système qui, lui, est foncièrement libéral et impitoyable. Mais c'est lié aussi, à mon avis, à une façon qu'on a eue ces dernières années de faire de la BD à la japonaise, c'est-à-dire segmentée pour les publics, là où notre force, la BD franco-belge, ça a toujours été le tout public. On a abandonné le tout public. Mais nous, on est un peu scandalisés de voir les éditeurs avoir des modèles japonais-américains aujourd'hui. On a considéré à un moment donné que le tout public, le 7 à 77 ans, c'était naze. Alors moi, je trouve que c'est, pour moi, en fait, c'est mon cap, en fait, c'est l'Everest absolu. Je trouve que dire que le 7-77 ans et que le travail de Goscinny, pour ne citer que lui, mais de Greg, de Franquin, c'est n'avoir rien compris à la bande dessinée, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est très facile de faire une série pour les ados branchés gothiques qui aiment le sang, je t'en chie une tous les matins. Mais plaire à tout le monde, sans justement perdre, sans être consensuel et mou, justement. Plaire à tout le monde avec un produit noble, avec un projet noble qui peut être transgénérationnel, etc., c'est ultra difficile. Et c'est dommage qu'on l'ait un petit peu abandonné en France en allant vers des trucs de niche, en disant je vais faire une série pour les jeunes qui aiment ça, une série pour les vieux qui sont nostalgiques de ça, une série pour les mecs qui aiment les avions, une série pour... on s'est un peu coupé l'herbe sous le pied en faisant ça, parce qu'effectivement, on a divisé le lectorat, et en faisant ça, je ne suis pas sûr qu'on en crée du nouveau. Voilà. Donc moi, justement, avec les vieux fourneaux ou un océan d'amour, mon objectif, c'est vraiment le grand public, mais le tout public, pas le grand public au sens je vais faire un truc qui raconte rien, comme ça plaira à tout le monde. C'est au contraire trouver le moyen de raconter un truc précis de telle sorte que tout le monde puisse y trouver un intérêt, y compris un enfant de 5 ans. Enfin moi, le 7 à 77 ans, je trouve qu'en plus, il n'y a que la BD. À une époque, il y avait le cinéma qui faisait ça aussi avec des films comme La Grande Vadrouille, etc. Tu vois, et on a laissé tomber, en fait. On fait soit des films ultra violents, soit des films cucu, soit des films... Mais le truc qui est un peu pour tout le monde, eh ben, c'était la grande force de la BD franco-belge. Et ça se barre un peu, je trouve. Et c'est peut-être tout simplement ça qu'il faut essayer de remettre un peu au goût du jour, quoi. Très bien, c'est une belle note d'espoir. Essayons. Essayons.